Le Caire, Égypte, 1988. 5 individus sont partis du Japon, ont traversé Hong Kong, l'Inde, pour finalement se tenir ici, dans le quartier de la vieille ville, devant cet énigmatique palais. Serait-ce en ce lieu que l'un de ces aventuriers pourrait enfin mettre un terme à la malédiction qui ronge sa famille depuis plus d'un siècle? Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Choose Your Icon. Aujourd'hui, nous allons parler de Jotaro Kujo. C'est parti. Jotaro Kujo, 17 ans, 1m95, est un lycéen américano-japonais et surtout l'un des personnages emblématiques de JoJo's Bizarre Adventure. Manga écrit par Hirohiko Araki depuis 1986 et toujours en cours de nos jours. Jotaro est un jeune homme très sérieux, quasi impassible et avec un caractère bien trempé donc. Bien qu'il soit souvent très calme, peu importe les situations qui se présentent, il arrive tout de même à Jotaro de se laisser emporter, notamment dans certaines situations, lorsqu'il est spectateur de violence envers une femme, ou lorsqu'une personne, notamment une femme justement, s'attache à lui, ce qui, de ses propres mots, est hyper chiant. De par son calme olympien habituel néanmoins, Jotaro fait preuve d'énormément de réflexion et d'intelligence, et donc d'une grande capacité d'analyse face à toutes les situations. Il est donc très doué dans certaines activités consistant à bluffer un adversaire tel que le poker, ou quand bien même il a une excellente capacité d'analyse tout simplement. Jotaro est, au vu de son gabarit, une montagne de muscles, notamment pour son âge, et est donc également un grand fan de bagarre depuis tout jeune. Jotaro est donc quelqu'un de très violent, autant physiquement que verbalement, ayant un vocabulaire bien fleuri, ponctué de quelques catchphrases dont le fameux signifiant de mieux en mieux, phrase qu'il sortira le plus souvent lorsqu'il est blasé lors d'une situation. Et de par ce fait, bien qu'il déteste la violence physique envers les femmes, il fera preuve moult fois d'insultes envers celles lui montrant de l'admiration et plus particulièrement envers sa mère, qu'il semble détester. Probablement dû à l'absence de son père, musicien, souvent en tournée et donc très souvent absent. Pourtant, selon sa mère, Oli Kujo, son fils est une personne adorable et pourvue d'une grande gentillesse. Du moins, c'était le cas lorsqu'il était enfant. Pourtant, un jour, Jotaro découvrira son réel pouvoir, hérité de ses ancêtres. À partir de ce jour, sa vie basculera, ainsi que celle de son entourage. Mais avant cela, et avant que vous vous perdiez dans cette chronique si vous n'avez jamais lu ou vu JoJo's Bizarre Adventure, je me dois de vous expliquer ce que c'est et ce que ça raconte, du moins dans les grandes lignes. JoJo's Bizarre Adventure est donc, comme je le disais, un manga créé par Hirohiko Araki en 1986 et toujours en activité aujourd'hui en 2020. Au départ, l'œuvre se présente comme un shonen un peu particulier, car contrairement à ce qui se faisait à l'époque, par exemple, celui-ci n'hésite pas à briser les codes du genre, en proposant à l'origine des héros non japonais, mais ne vivant pas dans des pays fictifs pour autant, et en n'hésitant pas à tuer, de manière parfois cruelle, des protagonistes principaux. Si bien qu'à compter de 2005, le manga change de catégorie pour devenir un seinen, genre adapté à un public ado-adulte et donc plus mature ou violent qu'un shonen. Des œuvres à ne pas mettre entre toutes les mains donc, avec pour exemple Berserk. L'œuvre se divise actuellement en 8 parties différentes, 8 parties composées de 8 héros différents, mais pourtant tous liés entre eux, par la racine de la famille Joestar. Chacun de ces héros comporte les syllabes Jo-Jo, dans leur prénom ou leur nom, ce qui fait que leur entourage les surnomme Jojo. Chaque partie se déroule à une époque différente et raconte donc l'histoire d'un héros à en devenir, surnommé Jojo, bien que d'autres Jojo issus de parties précédentes peuvent intervenir dans les parties dont ils ne sont que des personnages secondaires. Mais tous les Jojo sans exception vivront des histoires invraisemblables mais néanmoins épiques. Chaque partie porte un titre, comme si c'était une œuvre à part entière, et emprunte différents codes et références au cinéma. La première partie, nommée Phantom Blood, a pour héros Jonathan Joestar, dans une partie très inspirée film d'horreur, notamment sur les vampires. La seconde partie, nommée Battle Tendency, a pour héros Joseph Joestar, et est quant à elle inspirée des films de guerre à l'américaine, avec énormément de scènes d'action cependant. La troisième partie, nommée Stardust Crusaders, est clairement inspirée des œuvres d'aventure, comme Le Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne, mettant en scène Jotaro Kujo, et 4 autres protagonistes dans une gigantesque traversée au travers de plusieurs pays. La quatrième partie, nommée Diamond is Unbreakable, a Josuke Higashikata pour héros. Les caractères de son prénom se lisent comme Jojo en japonais.
Cette partie met de côté les périples aux quatre coins du monde pour se concentrer dans une seule et même petite ville, dans une thématique plutôt axée thriller-enquête, proposant une narration également rythmée de moments tranches de vie. La cinquième partie, nommée Golden Wind ou Bento Oreo, met en avant Giorno Giovanna. Gio est l'équivalent de Joe en italien, dans une narration très inspirée des films de gangsters ou de mafieux, tels que Le Parrain, pour ne citer que cette référence. La sixième partie, nommée Stone Ocean, met en scène Jolene Cujo, dans un arc narratif inspiré des films sur l'univers carcéral. La septième partie, nommée Steel Ball Run, a Johnny Joestar comme héros, dans un univers rappelant énormément les westerns. Et enfin, la huitième partie, nommée Jojo Lion, encore en cours actuellement, met en scène un second Josuke Higashikata, avec une narration bien plus étrange que le reste, se passant dans la même petite ville que la quatrième partie, mais dans une ambiance bien différente. Si je devais donner une œuvre me faisant penser à cette partie, je dirais que Twin Peaks en est la plus proche. Chaque JoJo s'inspire de personnages réellement existants. Je ne vais pas vous refaire une liste, mais dans cette série, vous retrouverez beaucoup de noms ou de ressemblances physiques inspirées de près ou de loin à des icônes de la pop culture, ou à des groupes de musique existantes et populaires. Ainsi, nous pourrons retrouver des personnages nommés AC/DC, Jean-Pierre Polnareff, ou encore Dio, inspiré de Ronnie James Dio. Mais il doit également son nom à son rôle dans l'histoire. Mais j'y reviendrai. Certains personnages, comme je le disais, ont également de grosses inspirations physiques de célébrités. Par exemple, Kira Yoshikage, l'un des antagonistes, est inspiré de David Bowie. Et surtout, Jotaro Kujo, quant à lui, est inspiré de Clint Eastwood, notamment dans le personnage que celui-ci campait dans la célèbre trilogie du dollar de Sergio Leone. Après vous avoir parlé de toutes ces parties et de ces références, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qui fait que ces personnages sont plus intéressants que les autres? Qu'est-ce qui fait que l'on raconte leur histoire? Eh bien, tout d'abord, comme je le disais, chacun de ces héros est lié à la famille Joestar, de près ou de loin. Chacun de ces 8 personnages a du sang Joestar, et ça, je vais vous le développer un peu plus tard, notamment dans le cas de Jotaro. Un autre point commun présent entre tous ces héros, chacun possède un pouvoir nommé Stand. Tous, excepté le JoJo original, Jonathan. Enfin, pas tout à fait. Et cela est quelque chose de très important pour la suite, je vais donc vous expliquer ce qu'est un Stand et quelle est l'origine de ce pouvoir et surtout son utilité. Avant de vous expliquer ce qu'est réellement un stand, il faut tout d'abord savoir d'où ce pouvoir tire son origine. Quelle est sa base? Eh bien, avant toute chose, le pouvoir des stands se nomme l'onde. Et donc, qu'est-ce que l'onde? Il s'agit en réalité d'une énergie propre à un art martial. Cette énergie se manie en ayant un contrôle parfait de sa respiration. Une fois contrôlée, l'onde permet principalement une guérison rapide de blessures ou de maladies, mais aussi de combattre des créatures non humaines telles que les vampires. Chaque manière d'onde peut contrôler celle-ci avec une compétence spécifique. Prendre le contrôle d'une personne, soigner ou attaquer par exemple. Jonathan Joestar a donc été un manieur de l'onde, mais étant donné que celle-ci est en général héréditaire, on peut en effet souligner qu'un de ses ancêtres l'a probablement été. Cependant, Jonathan, ses ancêtres et sa descendance ne sont bien entendu pas les seuls manieurs de l'onde. Il existe d'autres manieurs à travers le monde, mais j'y reviendrai. Vous vous doutez que les manieurs de ce pouvoir peuvent donc combiner leurs techniques de combat à l'onde. Cela pouvant donc entraîner des techniques dévastatrices telles que le Scarlet Overdrive pour ne citer qu'elle. En revanche, l'onde a un énorme point faible. Si la respiration du manieur est coupée, de manière volontaire ou non, celle-ci devient inutilisable, et offre une énorme faille à l'adversaire, pouvant mener à la mort du manieur. Et donc, l'onde possède ce que l'on peut appeler une forme supérieure, les stands. Les stands sont en réalité des spectres émanant de l'onde, pour ne pas dire les incarnations de l'onde de chacun, ou même la forme spectrale de celle-ci, car en japonais, l'écriture de stand se prononce sutendo, signifiant littéralement onde spectrale. Ceux-ci sont et se manient cependant différemment de l'onde. Là où celle-ci était en partie pareille pour tout le monde, les stands, eux, sont différents pour chacun. Chaque stand est affilié à un seul et unique porteur, ou a des capacités différentes. De même que pour l'obtenir, il ne faut pas forcément savoir manier l'onde. Joseph Joestar a par exemple appris à manier l'onde et obtenu son stand bien plus tard. Mais Jotaro, lui, n'a jamais su la manier, mais a obtenu la possession d'un stand. La principale origine des stands vient d'un mystérieux arc et de 6 de ses flèches, qui furent forgées à partir d'une météorite tombée au Groenland. Si quelqu'un est touché par ces flèches, il peut attraper une énorme fièvre et si son esprit combatif est assez fort, il développera un stand par la suite. Sinon, il mourra. Chaque flèche donne donc naissance à des stands. Mais une seule d'entre elles a également un pouvoir supplémentaire, celui de faire évoluer le stand d'un manieur en forme requiem.
le rendant bien plus puissant ou incontrôlable. Là-dessus, c'est le hasard qui décide. Mais les stènes peuvent également s'obtenir dans des cas plus rares par hérédité ou à la naissance. Comme je l'expliquais précédemment, chaque stène est différent, plus ou moins puissant, et peut parfois même être un malus pour son détenteur. De plus, chaque stène étant un spectre issu de l'onde, et a donc une apparence bien propre à lui, en plus de ses propres capacités. Ils ont également tous un nom différent, et encore une fois, les inspirations de l'œuvre pour la pop culture sont à l'ouvrage. Les premiers stènes que nous voyons dans le manga apparaissent dans la partie 3, Stardust Crusaders, et ont des noms assignés aux cartes de tarot et à une couleur, telles que Magician Red, capable de créer et contrôler le feu, ou Hierophant Green, pouvant se camoufler, réduire sa taille ou s'infiltrer dans le corps d'un adversaire. Plus tard, on rencontrera des stènes ayant des noms issus de dieux égyptiens tels qu'Osiris, permettant à son manière de tricher et de voler l'âme de ses adversaires, les transformant ainsi en reliques. Et enfin, on trouve également des stènes dont le nom vient directement de groupes musicaux ou de leur musique, tels que Killer Queen, pouvant créer des boucles temporelles, ou Red Hot Chili Peppers, pouvant manier l'électricité. D'autres stands, souvent des stands apportant des malus à ceux les possédant, sont appelés des stands errants. Ce sont des stands enfermés dans des objets généralement, et qui prennent possession eux-mêmes de la personne ayant le malheur de trouver cet objet, comme Anubis par exemple qui est logé dans une épée, et prend possession de quiconque la dégaine de son fourreau afin d'en faire un tueur sanguinaire. Et d'autres stands n'ont aucune utilité spécifique, si ce n'est de tuer son utilisateur temporaire. C'est le cas de Ship Trick, un stand qui se colle dans le dos de la personne le voyant, l'obligeant à raser les murs. Car si une personne autre que son porteur le découvre, Ship Trick tue immédiatement son porteur. A savoir également qu'il existe plusieurs types de stands, ceux qui peuvent se contrôler sur une longue distance et ceux plus spécialisés en corps à corps en quelque sorte. Certains seront matériels, d'autres immatériels, sous forme de gaz par exemple. Et d'autres peuvent être des objets ou des véhicules, sans pour autant être des stands errants. Tous les stands cependant, se contrôlant par l'esprit combatif de leur manière, ont une faiblesse commune. Lors d'un combat, si un stand se prend un coup de l'autre stand, c'est son porteur qui est blessé, parfois mortellement. Pour en revenir à Jotaro et permettre la transition, celui-ci possède donc le stand Star Platinum, étant capable d'une grande rapidité, d'une grande force, d'une extrême précision, ainsi que d'une excellente vue. De plus, c'est un stand, selon Jotaro lui-même, extrêmement violent et totalement silencieux, hormis pour les moments où il passe à l'action. Star Platinum est donc également capable de réaliser quelques techniques supplémentaires telles que le Starfinger et d'autres trucs que je vous ferai découvrir en vous racontant enfin l'histoire de Jotaro. Bon, je vous ai clairement expliqué les bases pour comprendre l'œuvre. Maintenant, avant d'aborder l'histoire de Jotaro, je vais rapidement cette fois vous expliquer ce qu'il se passe dans Phantom Blood et Battle Tendency, afin de mieux comprendre la quête de Jotaro qui commencera durant Stardust Crusaders. C'est parti. « 1868, par une sombre nuit au cœur des montagnes anglaises, un terrible accident de calèche eut lieu. Le cocher et ses chevaux furent tués sur le coup, ainsi qu'une femme. Seuls son mari et son bébé âgé d'1 an survécurent. Mais le mari était évanoui et pendant ce temps, un bandit répondant au nom de Dario Brando, suivi d'une femme qu'il a rencontrée à la taverne, profite de cet accident pour piller tout ce qui s'y trouve. Pas grand chose. Quelques bijoux, une alliance et un mystérieux masque effrayant que Dario s'empresse de remettre dans sa mallette. Mais soudain, l'homme se réveille et prend le pilleur pour la personne qui l'a sauvé de la mort, lui et son fils Jonathan. Il lui indique être le chef de la famille Joestar et se nommer George, et qu'il a désormais une dette envers lui dès qu'il en aura le besoin, vu qu'il lui doit la vie. 12 années passent. George Joestar s'est depuis bien remis de son accident, et élève son fils Jonathan, qu'il surnomme Jojo, dans de nobles traditions afin d'en faire un gentilhomme. Pendant ce temps, dans les bas-fonds londoniens, Dario Brando, gravement malade, se meurt. Il prend donc contact avec George Joestar par lettre, lui indiquant qu'il va mourir et lui demandant de prendre soin de son fils Dio. Dio Brando, 13 ans, débarque donc dans la demeure et la vie de Jonathan Joestar, et va tout faire pour la lui pourrir, le frappant, tournant ses amis contre lui, forçant sa petite amie Erina à l'embrasser, et allant même jusqu'à tuer son chien Danny, et ce, dans le seul but de lui prouver qu'il est supérieur, et afin de tout lui faire perdre. Jonathan, pris de rage d'accumuler ainsi toutes ces humiliations de la part de Dio, part le confronter. S'ensuit alors un combat entre les deux ados à tel point que le sang de Dio gicle sur un énigmatique masque posé au mur du manoir, le même que le père de Dio avait trouvé 12 ans auparavant. Et aussi bizarre que cela puisse paraître,
ce masque réagit au sang, tombant sur le sol, de longs crochets en émanant. Dio, humilié de s'être ainsi fait atteindre par un être inférieur, décide de changer de méthode. 7 années passent. Jonathan a bien grandi, mesurant 1m95, et lui et Dio sont désormais âgés de 20 ans et collaborent, entre guillemets, l'un et l'autre chacun de leur côté, afin d'attendre une occasion de prendre le dessus. Pendant ce temps, George Joestar est gravement malade. Jonathan se rend très vite compte que le médicament que Dio lui donne empoisonne peu à peu son père. En réalité, Dio a appliqué le même traitement que sur son propre père 7 ans auparavant. Jonathan le confrontera et Dio lui demandera de lui laisser le temps de se livrer lui-même à la police. Ce que Jonathan, en bon gentleman et naïf qu'il est, acceptera. Pendant ce temps, Dio ira dans les bas-fonds londoniens afin de tester le mystérieux masque sur un vagabond. Le masque s'accrochera à son visage et le transformera en vampire. Dio en comprend alors le fonctionnement et retourne manoir Joestar. Pendant ce temps, Jojo fait la rencontre de Robert Speedwagon, un homme à la tête d'une bande de voleurs des rues. Il liera une amitié avec Jonathan, reconnaissant en lui la noblesse, et notamment le fait qu'il soit une bonne personne. Jojo revient donc au manoir accompagné de la police et de Speedwagon, mais Dio ne l'entend pas de cette oreille, renonce à son humanité, poignarde George Joestar, tout en utilisant le masque sur son propre visage pour ainsi devenir un vampire. Un combat acharné débutera entre Jonathan et Dio. Combat laissant Dio pour mort dans le manoir en proie aux flammes, dont Jonathan parviendra à s'enfuir en sautant par la fenêtre. Il sera par la suite recueilli par William Antonio Zeppeli, qui lui apprendra l'existence et le maniement de l'onde, et lui apprend au passage que Dio n'a pas péri dans les flammes. Ils partiront ainsi en quête pour vaincre Dio définitivement, accompagnés de Speedwagon. Pendant ce temps, Dio se forgera sa propre armée de sbires, en vampirisant tout sur son passage, y compris Jack l'Éventreur, les envoyant combattre Jonathan et ses amis. Bien que semé d'embûches et non sans encombre, Jonathan parvient à tous les vaincre. Zeppeli, lui, périra malheureusement face à l'un d'entre eux. En chemin, Jonathan rencontrera Tom Petty, le grand maître de l'onde, ainsi que Dyer et Straizo, ses apprentis. Ils parviendront finalement à atteindre Dio, et au cours d'un gigantesque combat, emportant la vie de Dyer, Jonathan détruira le corps de Dio grâce à l'onde. Celui-ci tombera dans un précipice et se décapitera de lui-même avant que l'onde ne le consume entièrement. Peu de temps après, Jonathan rentra chez lui et épousa Irina, la fille qu'il a toujours aimée. Ainsi, ils partirent en voyage de noces à bord d'un immense bateau, n'omettant pas cependant de bien détruire le masque de pierre qui avait causé tant de ravages. Très vite, Jonathan et Irina se rendirent compte que quelque chose ne tournait pas rond à bord. Il repérera des passagers devenus vampires et en se rendant dans la cale du navire, se rendit compte que la tête de Dio, toujours en vie, était là, recueillie par un homme qui l'a vampirisé. Dio, plus rapide, blesse mortellement Jonathan, qui se vide de son sang. Dans un dernier effort, celui-ci utilise l'onde qui lui reste pour enflammer le bateau, désormais intégralement vampirisé. Il dit à sa femme de prendre un bébé qui avait survécu et de s'enfuir en se mettant dans un cercueil entreposé dans la cale. Jonathan meurt après le départ de sa femme, la tête de Dio dans les bras. Le bateau explose pendant qu'Irina et le bébé flottent au-dessus de l'océan. Et c'est la fin de cette première partie. Ce récit était peut-être un peu long, car je devais expliquer un peu tout ce qui se mettait en place et qui sera très important pour la partie 3, celle dont Jotaro est le héros. Je pourrais donc passer plus rapidement pour la seconde partie qui a néanmoins de l'importance. « 50 années ont passé depuis la mort de Jonathan Joestar. Irina est restée veuve, mais a élevé le bébé qu'elle avait recueilli comme son propre enfant, tout en sachant que lors de la mort de Jonathan, elle était également enceinte. Les deux enfants, George Joestar II et Lisa, eurent un enfant ensemble, Joseph Joestar. George fut assassiné en 1921 et sa femme, Lisa, en quête de vengeance, laissa donc son fils Joseph, âgé de tout juste 2 ans, à sa grand-mère Irina. De son côté, Speedwagon est resté en contact avec les Joestar. Il fonda la société Speedwagon Oil Company et devint extrêmement riche et Straizo succéda à Tom Petty en tant que grand maître de l'onde. Lors d'une expédition, Speedwagon et Straizo feront la découverte de l'origine du mystérieux masque de pierre, ainsi que de leur créateur, figé dans un pilier. Suite à cela, Straizo, cédant à la tentation de la jeunesse et de la puissance éternelle, trahira les siens, laissera Speedwagon pour mort et enfilera un second masque similaire à celui que Dio avait enfilé un demi-siècle auparavant, renonçant également à son humanité. Il ira ainsi directement s'attaquer à Joseph, dernier manieur de l'onde selon lui à cette époque.
qui était en voyage à New York à ce moment-là. Il trouvera Joseph et tentera de l'attaquer dans un restaurant new-yorkais, mais sera rapidement vaincu par celui-ci grâce à l'onde, que Joseph a hérité de son grand-père. Cette attaque mènera Joseph au fameux pilier des créateurs du masque, et il découvrira que Speedwagon est toujours en vie, soigné et prisonnier des nazis, souhaitant découvrir eux aussi le secret permettant de réanimer les hommes du pilier, afin de leur permettre de gagner la guerre mondiale qui arrivait à grande allure. Malgré tout, Santana, Cars, Wamu et AC/DC, les 4 hommes du pilier seront ramenés à la vie, et incontrôlables. Néanmoins, Joseph ne maîtrisant pas totalement l'onde devra subir un entraînement draconien, auprès de Lisa Lisa, dont il ignore être le fils. Entraînement qu'il accomplira aux côtés de Kaiser Zeppeli, descendant de William Zeppeli, qui tout d'abord sera un rival pour lui, mais finira par devenir son ami. Une fois leur entraînement achevé, Joseph parviendra à vaincre les hommes du pilier, mais Kaiser, lui, y laissera sa peau. Après avoir vaincu le dernier homme du pilier, Joseph, que tout le monde pensait mort, fera son apparition à son propre enterrement, aux côtés de Suzy Q, l'assistante de Lisa Lisa, qu'il a épousée entre-temps, et c'est ainsi que se conclut la partie 2. Durant l'ellipse entre la partie 2 et la partie 3, Speedwagon décéda en 1952, à l'âge de 89 ans. Avant sa mort cependant, il souhaita toutefois que sa société, la Speedwagon Oil Company, apporte un éternel soutien pour n'importe quel besoin à la famille Joestar. Joseph eut une fille avec Suzy Q, Holly, qui épousa un japonais nommé Sadao Kujo, avec qui elle partira vivre à Tokyo. De cette union naîtra un fils, Jotaro Kujo, né en 1970. « 1983, quelque part au large des côtes africaines. Un groupe de pêcheurs repêche un mystérieux cercueil. Sur ce cercueil sont inscrits 3 lettres, D-I-O. Intrigués, les pêcheurs ouvrent le cercueil pour se rendre compte qu'il était vide. Du moins, en apparence, car celui-ci comportait en réalité un double fond, dans lequel était tapis Dio, enfermé dedans depuis près d'un siècle. Plus personne ne revit les pêcheurs. Plusieurs années s'écoulèrent, en vain. Aucun des pêcheurs ne fut retrouvé, et Dio avait totalement disparu, à tel point que tout le monde ignorait son retour. 1987, Tokyo, Japon. Joseph Joestar débarque à l'aéroport de Tokyo accompagné de Mohamed Afdol, un ami qu'il a rencontré durant ses voyages. Il y retrouve sa fille Holly, et souhaite surtout rencontrer son petit-fils, Jotaro. Mais Jotaro a décidé de s'enfermer lui-même dans une cellule de prison, en menaçant et en frappant les flics qui voulaient l'en sortir, prétextant être possédé par un mauvais esprit, et s'enfermant donc pour éviter ses mauvaises actions. Joseph et Afdol se rendent donc suivis de Holly à la cellule où Jotaro s'est enfermé. Il lui explique que le fameux démon le possédant est en réalité son stand, Afdol et lui étant également des manieurs de stand. Mais Jotaro ne veut rien entendre et Afdol doit user de la force de son stand, Magician Red, pour le sortir. Après un bref combat qui finit à armes égales, Jotaro sort de sa cellule sans s'en rendre compte, et finit donc par se calmer. Le groupe retourne donc au domicile d'Holly et Jotaro, et Joseph annonce la raison de sa venue. Il raconte l'histoire de Jonathan ainsi que celle de Dio, et explique savoir que Dio est de retour, et que depuis ce retour, il a lui aussi acquis d'un stand, et que Jotaro étant de sa famille, l'arrivée de son stand en est également la raison. En réalité, Dio, lors de la mort de Jonathan, s'est emparé de son corps et s'est mis dans un cercueil pour se protéger de l'explosion du bateau, et a donc été libéré près d'1 siècle après par un groupe de pêcheurs ayant totalement disparu. La preuve à tout cela étant une tache de naissance en forme d'étoile située derrière l'épaule de chaque individu ayant du sang Joestar. Joseph a cette tache et Jotaro également. Et pour prouver ce qu'il avance quant à Dio ayant volé le corps de Jonathan, Joseph usera de son stand Hermit Purple, permettant de prendre une photo de l'endroit qu'il souhaite. La photo montre Dio, de dos, avec le corps de Jonathan, la fameuse tache de naissance bien en évidence. Joseph prouve ainsi que Dio est bel et bien de retour, et qu'il est leur objectif à abattre afin de rompre la menace qui plane sur sa famille depuis plus d'1 siècle. Tout en sachant que Dio fera tout de son côté afin d'éradiquer définitivement la lignée des Joestar. Le lendemain, Jotaro part en cours, non sans envoyer chier sa mère qui voulait lui souhaiter une bonne journée, ainsi que les filles qui lui sont admiratives. Quand soudain, un mystérieux lycéen l'attaque. Il s'agit de Kakyoin Noriaki, détenteur du stand Hierophant Green, qui attaquera Jotaro à 2 reprises, sur le chemin du lycée plutôt discrètement, puis à l'infirmerie directement, alors que Jotaro y était allé pour se soigner.
Jotaro arrivera à le mettre hors d'état de nuire assez rapidement grâce à la puissance et la rapidité de Star Platinum, qui sont ses principaux atouts. Il se rendra compte qu'un étrange bulbe est présent sur la base du front de Kakyoin. Il s'agit en réalité d'un germe de chair. Ceux qui en sont victimes par Dio deviennent ses serviteurs. Il s'agit entre autres d'un contrôle mental pur et dur. Jotaro parviendra à le lui extraire grâce à la précision de Star Platinum, et Kakyoin ayant repris ses esprits sera reconnaissant envers Jotaro. Le lendemain, Jotaro repart en cours quand il se rend soudain compte que sa mère, contrairement à d'habitude, ne lui a pas souhaité une bonne journée. Il ne l'a même pas vue d'ailleurs. Exactement au même moment, Avdol découvrait le corps d'Oli évanoui dans la cuisine. Jotaro et Joseph accoururent aussitôt après, puis ils furent bientôt rejoints par Kakyoin. Ils se rendent compte que sa mère est atteinte par l'arrivée d'un stand qui progresse lentement dans son dos. Ils comprennent alors que Dio est la cause de tout ça, dès l'heure où celui-ci a obtenu un stand. Chaque Joestar s'est mis à en développer un tôt ou tard. Il voit également qu'Oli a en réalité caché cela depuis un certain temps et que maintenant l'épuisement la gagne, et qu'elle n'y survivra probablement pas à moins que Dio ne soit définitivement vaincu. Grâce à la photo de Dio prise par Hermit Purple, Jotaro arrive à en extraire une mouche. Avdol reconnaît cette mouche et sait qu'elle n'évolue qu'en Égypte, au Caire plus précisément. Joseph, Avdol, Kakyoin et Jotaro partent donc désormais pour l'Égypte, afin de trouver Dio et de le faire disparaître. Tout en se doutant que cette infernale course contre la montre sera semée d'embûches, s'ils sont reliés à Dio à cause du corps de Jonathan et qu'ils peuvent savoir qu'il est en vie, alors cela veut dire que lui aussi et qu'il fera tout pour les en empêcher. Avant le grand départ, Jotaro tira une carte d'un jeu de tarot afin de donner un nom à son stand, la carte de l'étoile. C'est ainsi que celui-ci sera surnommé Star Platinum par Avdol. Et forcément, comme il l'avait prédit, en parcourant un aussi long voyage, le groupe sera attaqué par des ennemis puissants, des manières de stand à la solde de Dio, engagés pour les éliminer. Dès l'envol de leur avion pour le Caire, en pleine nuit, ils sont attaqués par le stand Tower of Grey, un gros insecte capable d'arracher la langue de ses adversaires, mais également de personnes innocentes, ne maniant pas forcément de stands. Jotaro commencera par le combattre, et le combat sera achevé par Kakyoin, réussissant à piéger le stand avec Elephant Green. Dès lors, le groupe parviendra à débusquer le manieur, nommé Greyfly. Celui-ci leur explique qu'il a déjà tué les pilotes, et leur confirme qu'il n'est que le premier d'une longue liste de manières de stand engagées afin de les tuer, de leur propre gré, n'étant pas sous le contrôle d'un germe de chair. Le groupe est ainsi forcé de faire atterrir l'avion à côté de Hong Kong, et constate que désormais, ils devront se rendre en Égypte par la terre ou par la mer, les airs étant bien trop risqués. Une fois arrivés à Hong Kong, ils feront la rencontre d'un Français, qui révélera rapidement être un homme de Dio. Il se nomme Jean-Pierre Polnareff et manie le stand Silver Chariot. Il attaque donc le groupe, mais se fait battre par Avdol, qui choisira de ne pas l'achever, car celui-ci a fait preuve de noblesse durant l'affrontement. De plus, il remarque que celui-ci est sous l'emprise d'un germe de chair. Jotaro l'en libérera, et Polnareff racontera ce qui fait qu'il est tombé sous l'emprise de Dio. Il y a quelque temps, en France, sa sœur fut violée puis assassinée par un manieur de stand possédant 2 mains droites. Enquêtant par rapport à tout cela et se rendant compte qu'il était probablement à la solde de Dio, ces indices le menèrent en Égypte. Celui-ci s'y rendit donc, et tomba sous l'emprise de Dio. Polnareff rejoindra donc le groupe afin de les aider à retrouver Dio, mais surtout afin de retrouver l'assassin de sa sœur. Le groupe quitte ensuite Hong Kong à bord d'un navire, et Jotaro sauve une jeune fille répondant au nom d'Anna qui se faisait attaquer par un requin. Celle-ci accompagnera le groupe pendant quelques temps. Sous l'eau, Jotaro et Anna furent attaqués par un stand, mais ils purent en rééchapper. Avdol soupçonna la petite d'être une manieuse de stand, mais Jotaro se rendit vite compte que le capitaine du navire, qui était en réalité un usurpateur, était le réel détenteur du stand sous-marin, nommé Dark Blue Moon. Celui-ci emportera Jotaro sous l'eau, tentant de le noyer. Mais à l'aide de Star Platinum, Jotaro parviendra à reprendre le dessus, décapitant le stand et le manieur par la même occasion. Plus tard, ils tombèrent sur un autre bateau, totalement désert, à l'exception d'un orang-outan en cage à l'intérieur. Après quelques temps, il s'avéra en réalité que cet orang-outan, nommé Forever, est un manieur de stand et que le stand n'est autre que Strength, le bateau, qui a littéralement la capacité de manier tous les objets et le mobilier qu'il contient. Néanmoins, Jotaro parviendra à en venir à bout, en soumettant Forever. Le groupe s'enfuit donc à bord d'un canot de sauvetage pour faire escale à Singapour. Après cela, Jotaro et le groupe combieront bien d'autres manières de stand. Rubber Soul, manière de Yellow Temperance, qui se fera envoyer à l'hôpital par Jotaro. À Calcutta, ils se feront attaquer par G-Jail, manière de Hanged Man, qui n'est autre que l'assassin de Cherry Polnareff et qui est allié à All Horse, manière de Emperor. Jean-Pierre ira combattre G-Jail seul, mais Avdol et Kakyoin interviendront pour l'épauler face à ses 2 adversaires.
Si Jean-Pierre parviendra à venger sa sœur, All Horse, lui, parviendra à blesser mortellement Avdol avec une balle en pleine tête. Polnareff s'en voudra énormément d'avoir laissé Avdol mourir ainsi et se jurera de le venger en tuant All Horse qui est parvenu à s'enfuir. Jotaro et Joseph dissimuleront le corps d'Avdol, sachant que celui-ci était en réalité vivant, afin qu'il se rétablisse. Polnareff, ignorant totalement cela, se lancera à la poursuite de All Horse accompagné de Kakyoin, en vain. Le groupe finit par se rejoindre et par reprendre la route en voiture. Ils se firent attaquer par Wheel of Fortune, un stand véhicule, tout comme Strength, manié par Zid. Jotaro parviendra à le battre et enchaîna Zid à un rocher afin qu'il ne retente pas une attaque. Le groupe arriva au Pakistan dans une petite ville entourée de brume, et trouva un cadavre mort visiblement par état de choc, le corps criblé de trous et sans qu'aucune goutte de sang n'ait été versée. Peu après, ils allèrent dans un hôtel aux alentours, et furent accueillis par une vieille femme nommée Enya, qui leur offra le séjour à tous étrangement. Jotaro étant suspicieux signera le registre en inscrivant Kutaro Kujo, et il eut raison, car plus tard dans la nuit, il nota que Polnareff s'était levé et était parti depuis un moment, et il se leva donc pour aller voir. Enya avait en effet attaqué celui-ci, ainsi que All Horse qui se trouvait là, puisqu'elle était en fait la manieuse du stand Justice, stand qui n'était en fait autre que la brume qui entourait la ville. Enya s'est vendue auprès de Jotaro en l'appelant par son vrai prénom et non Kyutaro, prouvant ainsi qu'elle était à la solde de Dio. Jotaro parviendra à la vaincre en demandant à Star Platinum de manger Justice, laissant ainsi la vieille femme tomber dans les vapes. Enya étant la mère de Jigel décédée plus tôt, ainsi que le bras droit de Dio pour ainsi dire, le groupe décida de la garder en vie et de la prendre avec eux afin qu'elle révèle tout ce qu'elle sait, le pouvoir du stand de Dio ainsi que son emplacement exact en Égypte. Mais elle n'aura pas le temps de parler car aussitôt la route reprise, le groupe sera attaqué par Steely Dan dans la ville de Karachi, qui manie le stand Lover, et qui assassinera Enya qui avait échoué à sa tâche de mettre le groupe hors course. Lover s'attaquera ensuite à Joseph en s'introduisant dans son corps, obligeant Jotaro à exécuter tout ce que Steely Dan souhaite. Heureusement, Kakyoin et Polnareff parviendront à faire rentrer leurs stands respectifs dans le corps de Joseph afin de déloger Lover, laissant ainsi Jotaro exploser littéralement la tronche de Steely Dan, mais en le gardant tout de même en vie, en lui collant dessus un papier avec une dette envers lui écrite avec toutes les choses cruelles qu'il a pu faire, pour la simple et bonne raison que celui-ci avait osé s'attaquer à Joseph. Le groupe décide ensuite de traverser le désert d'Abu Dhabi en Arabie Saoudite, à dos de chameau, et affrontera en chemin Arabi Fats, manière du stand climatique The Sun. Par la suite, les aventuriers seront confrontés dans leur cauchemar au stand Death 13, cauchemars qui seront totalement maniés par celui-ci, le détenteur de ce stand étant en réalité un bébé étrange nommé Manish Boy. Le groupe arrive ensuite sur une île où il retrouve Avdol, se faisant passer pour son propre père. Pendant ce temps, Polnareff affrontera Judgment, un stand ayant la forme d'un génie dans une lampe magique. Avdol ayant ôté son déguisement arrivera pour l'aider, et après cela le reste du groupe les rejoindra, révélant au passage à Polnareff qu'il savait depuis le début qu'Avdol n'était pas mort. Le groupe embarqua ensuite dans un sous-marin qui avait été acheté par Avdol afin de traverser la mer Rouge sans être repéré pour enfin pouvoir atteindre l'Égypte. Cependant, durant la traversée, ils seront attaqués par The Great Priest, stand contrôlé par Midler, qui se trouve non loin d'eux à la surface. Ils devront donc abandonner le sous-marin et Jotaro parviendra à vaincre le stand en lui cassant les dents, Midler perdant les siennes par la même occasion. Après toutes ces péripéties, les 5 aventuriers foulèrent enfin le sol égyptien. Joseph en a profité pour contacter la fondation Speedwagon afin qu'il leur amène un nouvel allié, en l'occurrence le manière du stand The Fool, dont le détenteur n'est autre qu'Iggy, un petit chien aigri dont les passe-temps préférés sont de bouffer des chewing-gums au café, les cheveux de Polnareff, pour ensuite lui lâcher des grosses ruines au visage. Le groupe apprend par la même occasion que l'état d'Oli se dégrade de jour en jour. Ils reprennent donc vite la route, tout en sachant qu'ils auront encore bien des ennemis à affronter. Tout d'abord, Gabe, un stand manié par un utilisateur aveugle nommé Endor, qui se sert de son stand pour se fier au son des attaques, celui-ci agissant un peu comme les yeux qu'il n'a pas au final. Il agit de très loin, tel un sniper embusqué, et réussira à blesser Avdol, encore une fois, et surtout à blesser gravement Kakyoin aux yeux, le rendant aveugle pour une longue période. Jotaro parviendra à débusquer le manieur grâce à l'aide d'Iggy et de son stand The Fool, pouvant manier le sable. Endor se sachant vaincu, il choisira de se suicider, emportant son stand avec lui. Jotaro et le reste du groupe emmèneront donc Avdol et Kakyoin à l'hôpital afin que ceux-ci soient soignés et puissent les rejoindre plus tard. Avdol put les rejoindre rapidement, mais Kakyoin, lui, bien qu'il finira par retrouver la vue plus tard, devra rester à l'hôpital quelque temps. Le groupe reprend alors sa route. Polnareff tombera alors sur l'épée renfermant Anubis, un stand errant prenant possession de ceux qui dégainent cette épée.
Ainsi, il prendra possession de Polnareff, qui contre son gré se retournera contre Jotaro, allant jusqu'à utiliser Silver Chariot en plus d'Anubis pour l'attaquer, poignardant Jotaro. Il parviendra tout de même avec Star Platinum à briser l'épée, qui finira rouillé au fond du Nil, emportant Anubis et libérant Jean-Pierre. Peu de temps après, Polnareff sera de nouveau attaqué par un manieur de Sten, Alessi, maniant 7, qui au moindre toucher peut faire retomber sa victime en enfance, jusqu'à ce qu'il disparaisse, ses souvenirs avec. Après plusieurs heures de fuite, Polnareff ne pouvant rien faire, son Sten étant également retombé en enfance, Jotaro parviendra à le retrouver, mais se fit rajeunir également. Et n'ayant acquis Star Platinum que tout récemment, il s'en voyait dépourvu. Toutefois, Jotaro ayant toujours été bagarreur, se débarrassera d'Alessi à coups de poing, l'envoyant dans le décor et le mettant hors d'état de nuire. Grâce à la distance, Polnareff et Jotaro purent reprendre leur véritable apparence. Ainsi, le groupe put se rassembler et quitter Luxor. Après tant de jours de voyage, ils arrivèrent enfin au Caire, où ils durent affronter Daniel Darby, un parieur professionnel maniant le Sten Osiris, à différents jeux de hasard. Le pouvoir d'Osiris étant de prendre les âmes de ses victimes et d'épauler Darby au jeu. Celui-ci parvint à voler l'âme de Joseph et de Polnareff, et ainsi donc Jotaro ira les défier à son tour, et parviendra à le vaincre à l'aide de bluffs et de ruses. Darby se sachant vaincu, sombrera dans la folie et ainsi ses deux compagnons retrouveront leur âme. Kakyoin étant rétabli, il rejoindra enfin le groupe sur place. Peu après, Iggy, qui s'était éloigné durant un moment, rejoint le groupe, au bord du décès. Celui-ci avait trouvé le palais de Dio, et s'en était suivi un combat titanesque entre lui et le faucon de Dio nommé Pet Shop, maniant le Sten Horus. Il aura réussi à remporter de justesse. Iggy conduit donc le groupe devant le palais de Dio, et ainsi les 5 aventuriers pénétrèrent, sur leur garde, dans l'antre du mal incarné. Le groupe, à peine entré, sera de nouveau séparé. Jotaro, Joseph et Kakyoin tomberont dans une dimension parallèle où ils y affronteront Terence Darby, le frère de William Darby, au jeu vidéo cette fois. Son Sten, Atum, aura d'ailleurs la même capacité, l'épaulant durant ses parties et prenant l'âme de ses adversaires vaincus. Il affrontera tout d'abord Kakyoin, qui malgré qu'il lui ait bien tenu tête sera vaincu. C'est donc Jotaro qui prendra le relais, et qui grâce à Joseph pourra le battre par la ruse. De retour dans le monde réel, le groupe retrouvera Polnareff dans un sale état. Lui, Avdol et Iggy ont pendant ce temps été confrontés à Vanilla Ice, un manieur de Sten vampirisé par Dio, ayant comme Sten Cream, le seul moyen de le vaincre étant la lumière du soleil. Avdol et Iggy se sacrifieront afin de sauver Polnareff et mourront donc au combat. Polnareff, fou de colère et de chagrin, parviendra néanmoins à vaincre son adversaire et à venger ses deux amis. Il ne restait plus qu'un obstacle avant Dio, Nukezaku, un vampire faiblard qui ne manie pas de Sten et que Jotaro dominera sans aucun problème. Dès lors, Dio se présentera au groupe. Il aura une longueur d'avance sur eux, connaissant tous leurs Sten, en étant également manieur étant donné que les Joestar commencèrent à développer leur Sten lorsque Dio obtint le sien, The World. Toutefois, le groupe lui ignorait toujours quel était le pouvoir de The World, et fut contraint de prendre la fuite. Durant une course-poursuite dans les rues du Caire, Kakyoin se décidera à affronter Dio sur les toits, mais sera battu à plate couture, mais cela lui aura permis de comprendre quel était le pouvoir de The World. Il peut figer le temps. Kakyoin parvint, dans un dernier souffle, à faire passer un message à Jotaro, Joseph et Jean-Pierre, qui étaient à proximité, pour leur révéler le pouvoir de The World, en tirant dans une gigantesque horloge située à côté. Puis il mourut, ayant été un allié précieux jusqu'à la fin dans la quête pour vaincre Dio. Dio laissera également Joseph à la limite de la mort, atteignant enfin le plein pouvoir, avant de confronter Jotaro. Durant un combat épique contre Dio, Jotaro comprit, après plusieurs arrêts du temps subis, qu'en réalité Star Platinum avait le même pouvoir. Et ainsi, il peut prendre le dessus en arrêtant le temps à son tour et en superposant cela à la capacité de Dio. Jotaro put ainsi, au terme de cet immense périple à travers le monde, mettre fin aux agissements du mal qui gangrénait sa famille depuis des générations. Dio était mort et avait disparu en poussière à la levée du soleil, le combat ayant duré toute la nuit. Jotaro, qui avait de sévères fractures, Jean-Pierre et Joseph, qui perdaient peu à peu la vie, partirent donc à l'hôpital en ambulance. Toutefois, en chemin, Jotaro dut réanimer son grand-père à l'aide de son stand, son cœur s'étant arrêté. Fort heureusement, il réussit à accomplir cela et donc à sauver Joseph. Quelques jours plus tard, le groupe se retrouvera à l'aéroport de Tokyo. Joseph et Jotaro firent des adieux à Polnareff, qui repartit en France, tout en sachant qu'ils finiraient par se revoir un jour ou l'autre. Cette scène mettra fin à la partie 3. Mais même si Dio était désormais mort,
Jotaro était très loin d'en avoir fini avec tout le mal qu'il avait fait à travers les âges. Ainsi, Jotaro put terminer ses études et devenir un brillant chercheur. Au cours de ses expéditions, il partira, accompagné de Polnareff, de nouveau en Égypte. Sur place, ils apprendront l'existence d'un arc, issu d'une météorite, et de ses flèches. Leur utilité étant qu'elles puissent créer et développer des stènes à toutes les personnes étant touchées par celle-ci. En réalité, Enya, la vieille femme manieuse du Sten Justice, a utilisé ces flèches afin d'offrir des stènes à Dio ainsi qu'à ses hommes durant Stardust Crusaders. Dio obtint The World, et Joestar obtinrent également leurs propres stènes suite à cela. Par la suite, Enya offrira les flèches à des proches de Dio, mais en conservera une. Flèche qui sera retrouvée par Jotaro et Jean-Pierre, et que Jean-Pierre conservera avec lui. Jotaro devait donc retrouver ces flèches afin de les détruire et de mettre fin à tout ce que Dio et Enya avaient orchestré. Lui et Jean-Pierre se séparèrent donc afin d'explorer le monde chacun de leur côté pour retrouver les différentes flèches. Les années passèrent, Jotaro, désormais âgé de 29 ans, marié et père d'une petite fille, mais j'y reviendrai plus tard, apprit que Joseph avait eu une aventure avec une japonaise dans une petite ville peu avant les événements de Stardust Crusaders, et qu'une flèche était également dans les environs, car un tueur en série se serait évadé de prison en ayant développé un stand. Donc Jotaro sera mené à y venir, et à rencontrer le fouet de l'union entre Joseph et sa maîtresse, Josuke Higashikata, son oncle, bien qu'il soit âgé de 13 ans de moins que Jotaro. Débute alors la 4e partie de l'œuvre, Diamond is Unbreakable. « 1999, dans la petite ville de Morio, Japon. Jotaro arrive sur les lieux afin de rencontrer Josuke, tout en sachant qu'à cause des problèmes que Dio a causés, celui-ci avait probablement développé un stand. Il fera tout d'abord la rencontre de Koichi Hirose, un jeune lycéen de petite taille qui se faisait emmerder par des racailles de son lycée, puis de Josuke, dans la même situation mais qui fera aisément fuir ses 3 agresseurs avec son stand Crazy Diamond. Il abordera alors Josuke pour lui expliquer qu'il est son neveu, malgré la différence d'âge. Josuke a 16 ans et Jotaro, qui est son neveu, en a 29. Il lui explique donc que son père est Joseph Joestar, qui a eu une aventure avec sa mère, avant de la quitter sans donner de nouvelles. Il lui parlera donc de l'héritage qui lui sera légué à la mort de son père, Joseph étant actuellement âgé de presque 80 ans et étant victime de sénilité, bien qu'il fasse parfois preuve de moments de lucidité. Jotaro aura ensuite le malheur de critiquer la coupe de cheveux de Josuke. Celui-ci étant de base très gentil, sort totalement de ses gonds lorsque cela arrive et combattra Jotaro. Combat qui se soldera par une égalité, car Jotaro avait arrêté le temps à temps, si je puis dire, mais qui montrera à Jotaro la capacité de Crazy Diamond, capable de détruire et de remodeler à sa guise tout ce qu'il frappe. Un pouvoir qui pourrait être très intéressant. Il lui parle donc du criminel évadé qui est possiblement un manieur de stand, en mettant en garde Josuke et Koichi s'ils viennent à le croiser. Par la suite, Koichi développera un stand, Echoes, qui aura la possibilité d'évoluer 2 fois, après avoir été blessé par une flèche par Okuyasu Nijimura, un lycéen tout d'abord antagoniste, détenteur du stand The Hand, qui rejoindra Josuke par la suite pour devenir l'un de ses meilleurs amis. Un peu plus tard, le fameux tueur en série nommé Anjuro Kataragi refait surface à Morio, et n'est pas inconnu qui plus est. En effet, c'est Ryohei Higashikata, le grand-père maternel de Josuke, policier de son état, qui l'a arrêté à l'époque, et Kataragi cherchant à se venger de cela, retrouvera Ryohei et le tuera grâce à son stand Aqua Necklace, avant que Josuke ne puisse intervenir. Josuke parviendra à le rattraper et le fusionnera à un rocher à l'aide de Crazy Diamond. Jotaro par la suite rejoindra son hôtel et fera davantage office de mentor, comme une sorte de figure paternelle pour Josuke, mais également pour Koichi et Okuyasu, ainsi que d'autres manières de stand pourvues de bonnes intentions, telles que Rohan Kishibe. Par ailleurs, il agira également à repérer les nombreux nouveaux détenteurs de stand présents à Morio, et à mettre hors d'état de nuire ceux étant potentiellement pourvus de mauvaises intentions, notamment en aidant à arrêter Akira Otoichi, manière du stand Red Hot Chili Pepper, qui dérobera l'arc et la flèche au frère d'Okuyasu après l'avoir tué, et qui tentera de tuer Joseph Joestar, qui rejoignait la bande à Morio en bateau, afin de notamment pouvoir rencontrer son fils. Par la suite, ils se rendront compte qu'un autre tueur en série agit dans l'ombre de Morio, depuis des années. Jotaro et Koichi parviendront à le retrouver, il s'agit de Kira Yoshikage, 33 ans et détenteur du Star Killer Queen. Il est un tueur en série très dangereux, se faisant passer pour Monsieur Tout-le-Monde, alors qu'en réalité il est atteint de graves problèmes psychiatriques et d'aucune empathie notamment, n'hésitant pas à tuer cruellement Shigechi, un gamin de 13 ou 14 ans, ami de Josuke et Okuyasu.
C'est suite à cela que les deux amis se lanceront à sa poursuite, mais qu'ils le perdront de vue. Celui-ci ayant trouvé refuge dans une boutique où se trouvaient Koichi et Jotaro. Jotaro voulant protéger Koichi, il se prendra une attaque explosive de Killer Queen de plein fouet et sera gravement blessé suite à cela. Josuke arrivera avec Okuyasu par la suite et pousseront Kira à prendre la fuite sans qu'il ne puisse le rattraper, car celui-ci réussira à changer de visage et à prendre l'identité de sa victime avant que cela n'arrive. Fort heureusement, Jotaro sera soigné grâce au stand de Josuke. Plus tard, il sut que l'arc et la flèche étaient désormais chez Kira, son père ayant été de son vivant un homme de main de Dieu. C'est d'ailleurs lui qui a offert son stand à son propre fils en lui plantant la flèche. La bande se rendit sur place et ils se rendirent compte qu'une photo de son père pouvait en quelque sorte le maintenir en vie sous forme de fantôme, et qu'il ferait tout afin que son fils ne soit pas arrêté pour ses méfaits. Il vola donc l'arc et la flèche et s'enfuit afin de créer de nouveaux manières de stand. Il réussira donc à créer plein de nouveaux manières de stand qui seront fort heureusement arrêtés par Josuke, Koichi, Okuyasu et Jotaro les épaulant de temps à autre. Jusqu'au point culminant où le père de Kira Yoshikage replantera la flèche dans le bras de son propre fils, offrant une nouvelle capacité encore plus dévastatrice à son stand, Bite the Dust, transformant celui qui est touché en bombe humaine et lui permettant de créer des boucles temporelles à sa guise. Néanmoins, le groupe parviendra à vaincre Kira Yoshikage après plusieurs retours temporels orchestrés par celui-ci, Jotaro l'achevant en lui explosant la tête avec Star Platinum et en l'envoyant à travers une ambulance. Après cela, la flèche put être détruite et Jotaro quitta Morio, aux côtés de Joseph, et c'est ainsi que se conclut cette quatrième partie de JoJo's Bizarre Adventure. Peu de temps après, Jotaro reprit contact avec Jean-Pierre Polnareff pour continuer la recherche des flèches. Ce dernier ira donc à Rome, en Italie, ayant repéré la piste d'une possible flèche ayant atterri là-bas, au sein de la mafia. Josuke et Okuyasu seront également envoyés en quête de diverses flèches dans le monde. Jean-Pierre quant à lui trouvera la dite flèche mais sera grièvement blessé par le parrain de la mafia, Diavolo, détenteur du stand King Crimson. Ayant survécu mais étant dorénavant en fauteuil roulant et ayant perdu un œil, Polnareff doit maintenant agir dans l'ombre et servir de contact secret à ceux qui participent à la quête des flèches. Jotaro entendra également parler du fait que Dio a eu plusieurs fils, dont l'un d'entre eux se situerait en Italie justement, et aurait forcément du sang de Joestar, vu que Dio l'a conçu en possédant le corps de Jonathan. Celui-ci ignorant tout de la nature malfaisante de son père, Jotaro n'avait aucun renseignement à son propos. Il envoya donc Koichi Hirose sur place afin de glaner des informations sur Giorno Giovanna, histoire de voir si celui-ci pourrait être une potentielle menace. « 2001, Naples, Italie. Koichi débarque tout juste lorsqu'il rencontre Giorno Giovanna par hasard, qui lui dérobe sa valise. Haruno Chiobana, rebaptisé Giorno Giovanna à son arrivée en Italie, 15 ans, fils de Dio Brando et d'une mère japonaise, a vécu une enfance traumatisante, ignorant qui était son père, étant délaissé par sa mère et battu par son beau-père après qu'il se soit installé à Naples. Tout en sachant que Dio l'a conçu avec le corps de Jonathan Joestar, ce qui fait que Giorno Giovanna, 15 ans, n'est autre que l'arrière-grand-père de Jotaro, 31 ans. Il développa son stand, Gold Experience, assez jeune, ce qui lui permit de se défendre lorsqu'il était martyrisé, mais également de sauver la vie d'un homme à l'agonie en le dissimulant grâce à son stand. Depuis la rencontre avec cet homme, qui était dans la mafia, Giorno n'a qu'un rêve, entrer dans la mafia à son tour et devenir parrain. Mais contrairement à ses homologues, cela serait afin de répandre la justice, et d'interrompre tous les trafics, notamment de drogue, ruinant la vie de nombreux enfants. Au vu de son passé, cette situation l'affectant beaucoup. Quelque temps après, Koichi s'introduira chez Giorno, et peu après, Giorno lui sauvera la vie. Koichi comprendra donc que Giorno n'est absolument pas une mauvaise personne. De par ce fait, il contactera Jotaro, qui fera en sorte que celui-ci rencontre Polnareff bien plus tard. Par la suite, Giorno parviendra à rentrer dans la mafia, ainsi que dans un groupe composé de son meneur, Bruno Bucciarati, Paniagota Fugo, qui quittera le groupe un peu plus tard, Leone Abacchio, Guido Mista et Narancia Girga, tous détenteurs de stand et membres de la famille mafieuse Passione. Les 6 membres partiront donc pour retrouver le parrain, qui leur a donné une mission, celle de leur amener sa fille dans le plus grand secret. Sauf qu'en réalité, cela n'était qu'un piège étant donné qu'ils ne souhaitaient que tuer cette dernière ainsi que toute la bande. S'ensuivra alors un long voyage qui les mèneront à Rome où ils rencontreront Polnareff, puis de nouveau le parrain, Diavolo, atteint en réalité de dédoublement de personnalité, sa seconde personnalité étant plus faible, nommée Doppio, et communiquant avec Diavolo, qui aura réussi à suivre discrètement le groupe jusqu'à Rome. Diavolo sera finalement vaincu et enfermé dans une boucle temporelle, en revivant sa mort sous des tonnes de situations différentes.
Gurnno devenant ainsi le nouveau parrain de la Passion et pouvant ainsi faire régner la justice. Cependant, le groupe ne sortira pas indemne de ce périple. Bucciariti, Abbacchio et Narancia trouveront la mort, et Polnareff sera également tué par le Sten de Diavolo, mais restera aux côtés de Gurnno sous la forme d'un spectre afin de protéger la flèche, désormais entre de bonnes mains. C'est ainsi que se termine cette 5e partie. La perte de Polnareff affectera beaucoup Jotaro. Au fur et à mesure que le temps passait, celui-ci semblait doucement mais sûrement sombrer dans la dépression. Cela affectant sa vie personnelle, il demanda le divorce, se mit à dos sa femme et sa fille, Jolene, et tous ces événements qu'il a vécus depuis son périple en Égypte déclenchaient peu à peu chez lui une descente aux enfers, comme une sorte de choc post-traumatique, et bien entendu Jotaro ne laissait rien paraître, et continuait inlassablement sa quête afin d'arrêter de nouveaux manières de Sten au sombre dessin. C'est ainsi que s'ouvre la partie 6, la dernière que je vous énoncerai dans cette chronique. Aussi, si vous n'avez pas lu le manga, cette partie n'est pas encore portée en anime. C'est pour cela que si vous le souhaitez, je vous donne rendez-vous au timecode qui s'affiche ici, afin d'éviter tout spoil. « 2011, quelque part en Floride. Jolene Kujo, 19 ans, fille de Jotaro et délinquante, à cause de l'absence de son père, essayant désespérément d'attirer son attention et se sentant délaissée, est condamnée à 15 ans de réclusion criminelle pour un meurtre qu'elle n'a pas commis, voulant protéger son petit ami qui est le réel coupable. Lors de son transfert, Jolene reçoit un pendentif de la part de Jotaro contenant une photo de son père et de sa mère, et un morceau de flèche qui blessera Jolene et lui fera donc développer un stand, Stone Free, lui permettant de dénouer son corps sous forme de fil et de se déplacer ainsi, ou d'entraver un ennemi ainsi que d'attaquer. Tout comme Star Platinum pourrait le faire, les deux stands sont d'ailleurs pourvus du même cri de guerre. Peu de temps après, Jotaro, désormais âgé de 40 ans, rendra visite à Jolene, au pénitencier de Green Dolphin, afin de lui apprendre que la cause de son emprisonnement était en réalité une mise en scène orchestrée par un héritier de la volonté de Dio, nommé John Gallia, et qu'il ferait tout pour la tirer de là. Jolene semble cependant très mal prendre cette visite, revendiquant que son père a ruiné sa vie, son enfance, de par le fait que celui-ci n'était jamais présent, même lorsqu'elle est tombée malade et a frôlé la mort à cause de cela durant sa jeunesse. Cependant, durant cette discussion, ils seront attaqués par John Gallia, qui est, en plus d'être un manieur de Sten, un redoutable sniper. Plusieurs gardiens de la prison seront tués, mais Jotaro et sa fille parviendront tout de même à se glisser vers la sortie, jusqu'à tomber sur John Gallia en personne, déguisé en policier. En souhaitant défendre sa fille, Jotaro comprendra alors que la véritable cible de John Gallia n'était pas Jolene, mais lui-même. Mais trop tard. Il sera sévèrement touché par Whitesnake, un stand aux côtés de John Gallia, mais n'étant pas réellement le sien, qui lui volera Star Platinum. Laissant Jotaro gravement blessé, ils parviendront néanmoins à sortir de la prison, et avant de s'évanouir, Jotaro expliquera à Jolene qu'un sous-marin l'attend et qu'elle sera prise en charge par la fondation Speedwagon une fois qu'elle se sera enfuie avec. Et enfin que malgré le fait qu'il n'ait pas beaucoup été présent, il a toujours énormément tenu à elle, qu'il aime d'un amour profond, et qu'au vu du caractère bien trempé dont elle a hérité de lui-même, elle s'en sortira, puis sur ces mots, Jotaro perdit connaissance, dépourvu de Star Platinum, son cœur s'était arrêté. Jolene, changeant d'avis sur son père et désespérée à l'idée que celui-ci ne meurt réellement, choisira de se faire choper et de retourner en prison. Au même moment, John Gallia, dans un sale état, était en train de discuter avec Whitesnake, le mystérieux Sten ayant volé Star Platinum à Jotaro. Whitesnake, heureux d'avoir accompli son objectif premier, assassinera John Gallia, prouvant ainsi que quelqu'un d'autre de bien plus puissant est derrière tout ça, chose que Jotaro avait compris, et c'est pourquoi Jolene a décidé de retourner derrière les barreaux. Jotaro n'est pas mort, il en faut bien plus que ça pour le tuer. Toutefois, le vol de son Sten l'a plongé dans le coma durant un long moment. À son réveil, il retrouva Star Platinum, mais était devenu bien plus faible physiquement. En effet, Jotaro était désormais totalement amaigri suite à son coma. Durant cette période de convalescence, il s'était notamment passé énormément de choses. Jolene avait pu se faire de nouveaux alliés en prison, d'autres meneurs de stands, à sa suite, Weather Report, Foo Fighters, Emporio et Hermes Costello. Il s'était également avéré que le gigantesque complot contre Jolene était en réalité orchestré par Enrico Pucci, le prêtre de la prison et le réel détenteur de Whitesnake, qu'il avait utilisé pour voler Star Platinum. Mais il est également détenteur du stand Simoon, l'évolution de Whitesnake, et par la suite de Made in Heaven, lui permettant d'accélérer le temps. Selon lui, le stand ultime est la clé du paradis.
Pucci avait en réalité organisé tout cela, car par le passé, il était l'amant de Dio. Attristé de sa disparition, il souhaitait remarcher sur ses traces afin d'éradiquer définitivement la lignée Joestar. Jotaro se rendit sur les lieux du combat entre Jolyne et ses alliés face à Pucci. Celui-ci était très fort, mais Jotaro, de nouveau armé de Star Platinum, fera tout pour le mettre hors d'état. Mais rien à faire, même le pouvoir de The World maîtrisé par Star Platinum n'était pas assez puissant. Voulant à tout prix protéger sa fille, Jotaro se lança à corps perdu trop rapidement pour bloquer une attaque de Made in Heaven, et se prendra le coup de trop. Il sera littéralement coupé en deux par le stand et mourra sur le coup. Jolyne et tous ses alliés furent mis à terre sans exception. Cependant, avant de rendre son dernier souffle, elle parviendra à blesser sévèrement Pucci, qui par le biais de Made in Heaven effacera l'univers et en recréera un nouveau. Ainsi, tout le monde, y compris lui, obtiendront pire que la mort. Juste le fait d'être effacé, de n'avoir jamais existé. Toutefois, ce pouvoir a pour don de rebooter le monde en quelque sorte, dans une version alternative, et donc de repartir de zéro. Ainsi, bien que la lignée Joestar fut totalement éradiquée par Pucci, un jour elle sera de retour dans un nouveau monde. Et c'est ainsi que prend fin la partie 6, la vie de Jotaro, ainsi que la lignée Joestar, du moins pour cet univers. Bien entendu, le manga ne se termine pas ainsi, et a même donné suite à 2 nouvelles parties, que je n'évoquerai pas ici en détail, tout simplement car dans ces 2 parties, on découvre un monde alternatif à la trame principale que je vous ai racontée, car les personnages présents sont de nouvelles incarnations. Par exemple, la partie 7 se passe à l'époque de Jonathan, et a pour héros Johnny Joestar, qui s'appelle en réalité Jonathan, mais n'a absolument rien à voir avec l'original, tout simplement parce que l'original n'a jamais existé. Dans la partie 8, nous découvrons un arbre généalogique des Joestar, dans lequel Jotaro n'est pas mentionné. En revanche, nous voyons un Joseph Joestar, dont la fille, Holly, a épousé un certain Kira, avec lequel elle a eu un fils, Yoshikage. Ce fils mourut plus tard et son cadavre sera fusionné à un certain Josefomi Kujo, qui aurait potentiellement pu être une nouvelle incarnation de Jotaro, sans qu'encore une fois ça ne soit lui, car Jotaro Kujo n'a jamais existé. Cette fusion donnera naissance à un inconnu amnésique qui sera le 8e Jojo, et sera recueilli par la famille Higashikata, qui lui donneront le prénom de Josuke. Pour conclure, psychologiquement, Jotaro a toujours montré une sorte de carapace, ne montrant jamais ou très peu ses émotions. Que ça soit par la joie, l'euphorie, la tristesse, et si on se penche sur la question, je pense même que cette carapace a eu raison de lui et de son état mental dans Stone Ocean. C'est d'ailleurs ce que lui fera remarquer Pucci après lui avoir porté le coup fatal. Sa plus grosse faiblesse, ce sont ses sentiments. En ne laissant rien paraître pendant près de 23 ans, Jotaro a dû encaisser la perte de Polnareff, son divorce, l'éloignement de sa propre fille, et surtout le fait de devoir voyager et combattre pour le bien de son entourage et du monde pendant tant d'années. En encaissant tout ça, Jotaro s'est montré peu à peu au bout du rouleau, brisant cette carapace, et lorsqu'il montrera enfin de réels sentiments en protégeant sa fille, cela aura raison de lui. En fin de compte, et en y réfléchissant, la seule erreur que Jotaro a fait durant tout ce temps n'est pas au combat, mais c'est de n'avoir jamais rien laissé paraître. Au contraire de tous les autres membres de sa famille et de son entourage, que ça soit Jonathan, Joseph, Polnareff, Josuke ou même Koichi. D'ailleurs, j'ai récemment trouvé un fanmade créé par The Real Snipster qui se déroule à la fin de Stardust Crusaders, au retour de Jotaro et Joseph à Tokyo, pendant les retrouvailles avec Holly. Et ces images appuient totalement mes propos. On voit bien la dépression et le traumatisme de son aventure gagner Jotaro. Sa mère s'en rend compte, mais une fois de plus, Jotaro dit que tout va bien et qu'il est de retour. En gros, Jotaro n'ayant jamais laissé rien paraître à part de la colère, il n'a jamais pu combattre sa faiblesse, et c'est exactement ce que Pucci a voulu lui dire en le tuant. Que ce soit lorsque sa mère était sur le point de mourir, à la mort de Polnareff, ou même à celle de son grand-père, qu'il réussira à sauver cependant, Jotaro est constamment resté de marbre. Il y a cela dit plusieurs preuves de ce que j'avance, même si ce n'est pas directement montré dans le manga.
Les rares fois où il a pu montrer une once de sentiment, c'est lorsqu'il se rend compte que quelque chose cloche lorsque sa mère ne vient pas lui dire au revoir le matin où l'arrivée de son Sten l'a terrassé. Bien qu'il se montre dur avec elle, on voit que le fait de ne pas la voir ce matin-là, comme à son habitude, le préoccupe. Ou bien le moment où en Égypte, il a sa grand-mère au téléphone et n'ose pas lui parler de l'état d'Oli. Il y a également lors de la partie 4 où il arrêtera le temps pour que personne ne l'entende pour confier à Koichi qu'il est heureux de l'avoir rencontré. Ou bien aux portes de la mort en déclarant ses réels sentiments à Jolene envers elle, qui se sentait délaissée par son père, qui en réalité faisait tout pour qu'elle n'ait jamais à connaître ce que lui, sa famille et ses amis aujourd'hui morts ont pu endurer. Comme je l'expliquais plus tôt dans la chronique, JoJo's est un manga de référence, dans les deux sens du terme. Beaucoup d'œuvres font des références à JoJo's, mais j'y reviendrai un peu plus tard, car avant toute chose, JoJo's fait aussi énormément de références à la pop culture, parfois japonaise, mais surtout occidentale. En basant certains passages du manga sur des œuvres cinématographiques américaines, en nommant des personnages ou des stands avec des noms évoquant des groupes de rock ou même de rap, souvent américains ou européens, le manga casse également les codes en osant mettre en scène son premier héros notamment, comme purement occidental. Les premiers personnages japonais n'arrivant qu'à partir de la partie 3, avec Jotaro et Kakyoin notamment. Mais le manga usera également de références à des œuvres japonaises, notamment à d'autres mangas ou à la mythologie. Jonathan Joestar, lors de son combat contre Dio, est habillé de manière à rappeler un certain Kenshiro, héros du manga Hokuto no Ken, manga un peu plus vieux que JoJo's, sorti en 1983. L'utilisation de l'onde et les fameuses JoJo poses ne sont pas sans rappeler le manga Senseiya, sorti en 1986, quelques mois avant JoJo's, l'utilisation du cosmos pouvant être possiblement une influence à la création du concept de l'onde. D'ailleurs, pour en revenir sur les tenues de certains personnages ainsi que les JoJo poses, bien que ces dernières puissent faire penser à Senseiya, elles sont en réalité inspirées de magazines de mode et people, dont Hirohiko Araki est passionné. C'est notamment pour cela que certains personnages de la partie 6 de l'œuvre ont des noms renvoyant aux grandes marques de mode, comme Enrico Pucci rappelant le couturier italien Emilio Pucci, ou Emporio rappelant Armani. Et plus marquant enfin, dans la partie 4, Koichi aura ses cheveux se dressant sur sa tête lors de certains moments tendus, rappelant Gohan, le fils de Goku dans Dragon Ball, à sa transformation en Super Saiyajin 2. Le stand de Koichi rappellera également Cell, pire ennemi de Gohan, dans ses deux premières formes, puis rappellera Frieza dans sa dernière évolution. Le stand Red Hot Chili Peppers est lui également connu comme étant inspiré de Frieza. Ensuite viendront les stands ayant des références plus mythologiques trouvables dans JoJo's, celles-ci s'inspirant parfois de dieux ou même de créatures mythologiques, de yokai ou de djinns. Certains personnages seront également inspirés de yokai japonais, par exemple Enya est grandement inspiré de Yama-Uba, un yokai ayant l'apparence d'une très vieille femme aux cheveux longs et blancs, armée d'un énorme couteau, apparence reprise dans énormément de mangas d'ailleurs au passage, souvent avec une inspiration complète et parfois seulement partielle. De par tout cela, le manga a explosé auprès du public à tel point que de nombreux fans talentueux ont mis au point des œuvres spin-off, voire même une partie 9, qui reste tout à fait cohérente avec le récit original d'Araki. Pour en revenir à Jotaro et l'impact qu'il a eu auprès du public, il s'agit du personnage le plus représenté de l'œuvre. C'est tout d'abord le premier personnage principal à avoir un stand réellement puissant, mais c'est aussi celui qui réussit à tuer définitivement Dio, et également le personnage le plus impliqué dans l'histoire depuis sa première apparition. Il est tout d'abord un héritier de Joestar puissant, puis un mentor, un homme qui n'hésite pas à aider quiconque dans le besoin selon ses intentions bien entendu, et enfin, un père aimant malgré tout. De plus, la création de Jotaro et Star Platinum a repopularisé l'œuvre au-delà du Japon. Ce n'est après tout pas pour rien que Jotaro est le personnage le plus représenté de la série, celui qui apparaît dans le plus de parties, celui qui est le plus mis en avant dans les produits dérivés, comme les jeux vidéo par exemple, tout simplement car Jotaro est le héros avec le style à la fois le plus improbable et le plus passe-partout. En termes de personnalité, il est à la fois le plus badass et le plus mystérieux, pour ne pas dire profond, suite à ce que j'ai expliqué auparavant. Sans parler du fait que Jotaro ait une apparence inspirée de nombreux personnages fictifs ou réels. Clint Eastwood, comme je l'ai expliqué au début de la chronique, mais il a également été beaucoup comparé à Guts, héros de Berserk, en termes d'apparence. Et en creusant un peu, on peut lui trouver une ressemblance en termes d'apparence notamment vestimentaire avec Corto Maltese, héros d'une bande dessinée italienne datant de la fin des années 60. En parlant de personnages réels, il faut savoir que ces dernières années, notamment depuis la sortie de l'anime en 2012, JoJo's a littéralement explosé en Europe, devenant l'un des mangas les plus cotés au monde. Ainsi, même des célébrités ont découvert et se sont mis à apprécier, voire même adorer JoJo's, tels que Clint Eastwood, précédemment cité, qui a même rencontré l'auteur du manga,
la chanteuse américaine Billie Eilish, qui n'a pas hésité à afficher sa passion pour l'œuvre en se faisant littéralement la même coupe et apparence que Jolene Cujo. Et enfin, pour n'en citer qu'un troisième, notre bon vieux Michel Polnareff national, qui se fait une joie de partager des JoJo's rêves sur les réseaux sociaux. Je parlais tout à l'heure de JoJo's Bizarre Adventure comme d'un manga brisant les standards même du genre. Eh bien, figurez-vous donc que l'anime lancé par David Production depuis 2012 reprend très bien ce brisage de code, en accentuant davantage les passages violents, voire même très violents, des passages qui sont souvent censurés dans les animes actuels, tels que des scènes de démembrement ou de cannibalisme, scènes qui du moins seraient censurées d'ordinaire dans d'autres licences connues. Toutefois, certains passages seront parfois censurés, mais ne comporteront pas de violence spécifique, tout comme les moments où Jotaro fume dans la partie 3, alors qu'il est supposé avoir 17 ans. C'est en effet un sujet qui est assez controversé au Japon. L'anime également, tout comme a pu le faire le manga à ses débuts, n'hésite pas à mettre des endings provenant de groupes issus de la culture occidentale, avec notamment le groupe de rock britannique Yes et sa chanson Roundabout en guise de premier ending. Chose très rare dans un anime et qui mérite d'être soulignée, et enfin une autre chose qui peut interpeller et qui est vraiment stylée, ce sont les openings. Dans chaque partie, et notamment depuis la partie 3, celles-ci sont composées de 2 à 3 openings, et souvent les derniers openings de chaque partie, depuis la partie 3, sont évolutifs. Alors vous allez me dire que beaucoup d'autres animes le font ça, depuis des années même, Dragon Ball, Naruto le faisait déjà par exemple. Mais là où ça devient intéressant, c'est que dans le cas de JoJo's, les évolutions sont en réalité représentées par une animation supplémentaire dévoilant le pouvoir réel du grand méchant de chaque partie. Dans la partie 3 par exemple, au moment du climax de la chanson, nous entendons la voix de Dio crier Jotaro se fige, la musique s'arrête, et Dio arrive calmement, l'air sûr de lui, à côté de Jotaro, toujours figé. Soudain, la musique reprend et Jotaro se retourne, preuve qu'il a pu surpasser le pouvoir de The World. La voix de la chanson est remplacée par les cris de Star Platinum et de The World qui font combat égal. Le temps n'est plus figé. Et les parties 4 et 5 ont également ce genre de mise en scène, lorsque le réel pouvoir des stands respectifs de Kira et Diavolo sont dévoilés. Et enfin, je vais pouvoir conclure cette dernière partie de la chronique en vous parlant des JoJo's Reference, que j'ai évoqué tout à l'heure. En effet donc, suite à l'explosion littérale du manga et de son anime à travers le monde, les JoJo's Reference ont elles aussi explosé. Les JoJo's Rêves, ce sont d'autres œuvres, animes, mangas ou jeux vidéo, qui font des références à JoJo's Bizarre Adventure. Certains d'entre vous en connaissent, par exemple Meowth dans Pokémon qui crie Muda Muda Muda, de la même manière que Dio. Hisoka de Hunter x Hunter qui est principalement inspiré de Dio, ou encore les personnages de Pokémon effectuant des JoJo poses dans les jeux récents de la licence. Mais il en existe bien d'autres, des bien moins connus, et qui pourtant méritent d'être mises en avant tant elles sont bien cachées. Tout d'abord, Persona 5, dont j'ai déjà parlé, ainsi que toute la série Persona en fait est inspirée de JoJo's de par son gameplay. Les Persona correspondent aux stands, les arcanes des Persona étant les fameuses cartes de tarot de la partie 3 de JoJo's. Et enfin, l'intrigue ainsi que l'ambiance du 5ème opus rappelant un peu la partie 4, sans parler du comportement de certains personnages. En revisionnant ma précédente vidéo sur Persona 5, j'ai remarqué une autre référence à JoJo's bien plus dissimulée. Dans le second palace, représentant un musée, à un moment nous nous retrouvons dans une salle regorgeant d'escaliers, de tableaux et d'énigmes. Et bien à un moment, on y trouve le tableau de Jonathan Joestar posé là, comme ça, sans la moindre description. Autre référence, récemment, je me regardais quelques épisodes de Détective Conan, et dans l'épisode 222, on y voit une vieille femme de petite taille, ressemblant au fameux yokai Yaba Uba. Cette fameuse vieille femme organise une loterie dont le gagnant repartira avec une flèche dorée. Tout comme Enya qui a été celle qui a plus ou moins fait son trafic à travers le monde, avec les fameuses flèches et l'arc. Bref, des références peu connues et cachées à JoJo's comme ces deux exemples, il y en a plein, à tel point que cela peut devenir un véritable jeu de réussir à les dénicher. Et d'ailleurs, je vous invite à essayer un jour si le cœur vous en dit. Et voilà, c'est ainsi que se conclut cette chronique sur Jotaro Kujo et JoJo's Bizarre Adventure. Je l'ai fait tout d'abord afin de faire le lien avec Persona 5, vu que j'avais déjà entamé ce sujet dans la précédente chronique, mais également afin de vous faire connaître davantage JoJo's, que beaucoup connaissent de nom, mais n'ont jamais lu ni regardé. Et bien que Jotaro ne soit pas mon JoJo préféré, il s'agit de Josuke en réalité, eh bien je trouve que le plus logique pour faire une chronique sur cette œuvre était de parler de Jotaro.
Tout simplement car ce personnage est lié directement ou non à toutes les parties du manga, que ce soit avant ou après sa naissance, y compris la partie 1, vu que Dio en est également l'antagoniste et que cette partie instaure les bases. Alors, certes, j'aurais également pu parler de Dio, mais Dio, bien que toujours en vie, est enfermé dans son cercueil dans la partie 2, et n'est pour ainsi dire pas évoqué, et qu'après sa véritable mort dans la partie 3, il ne réapparaîtra plus, bien qu'il soit la cause de tous les problèmes qui arriveront par la suite. Vous noterez également que je n'ai pas abordé certains personnages antagonistes, notamment dans la partie 3. Je n'ai pas évoqué Oingo qui prend l'apparence de Jotaro pour se faire passer pour lui aux yeux du groupe, ni de son petit frère Boingo qui peut prédire l'avenir grâce à un livre, tout simplement parce que Jotaro ne les rencontre jamais directement. Je n'ai également pas parlé de la nouvelle tirée de la partie 3 où la bande se retrouve dans le passé, car cette nouvelle n'a pas été écrite par Araki lui-même. Et donc, même si elle est considérée comme canon par certains, ce n'est pas mon cas. J'aurais également pu vous parler du film live racontant les événements de Diamond is Unbreakable, dans lequel forcément Jotaro est incarné à l'écran, mais je n'en vois pas l'utilité. Pour donner mon avis sur ce film en quelques mots, bah c'est vraiment pas ouf. Bref, cette vidéo est désormais terminée, vous pouvez comme toujours voter dans les commentaires pour ces deux personnages qui s'affichent, et le gagnant sera nommé pour le prochain épisode donc. Et comme toujours, les votes s'arrêteront à la date qui s'affiche ci-dessus. En bref, ça m'a fait plaisir de revenir sur ce format un an après le dernier qui, de plus, était un hors-série, et je vous retrouve très bientôt avec la suite du coup, et notamment un nouveau format qui arrivera très bientôt. En attendant, je vous dis à la prochaine, allez lire et regarder JoJo's et prenez soin de vous. Arrivederci.